À Saint-Rouvray, un hameau perdu entre les collines du Jura, les anciens racontent encore qu'un homme a autrefois marché parmi eux sans laisser d'ombre. On dit qu'il arrivait toujours au crépuscule, lorsque les contours des choses s'allongent sur les murs des maisons, sauf les siens. Les premiers à l'avoir aperçu jurent qu'un froid étrange précédait ses pas, comme si l'air reculait pour lui frayer un passage. Ce soir-là, en 1968, lorsque le facteur Léon s'arrêta pour réparer la chaîne de son vélo, il vit l'inconnu debout au bout du chemin. Léon crut d'abord à un simple voyageur, mais la lumière orangée du soleil couchant révéla quelque chose de terrifiant. La terre derrière l'homme restait immobile, sans strass, sans silhouette. Léon voulut appeler, mais sa voix mourut dans sa gorge. Et à cet instant, l'homme fit un pas vers lui. Plus tard, la police conclurait que Léon avait perdu connaissance à cause de l'effort. Mais les habitants savaient que quelque chose d'autre l'avait terrassé, quelque chose que personne ne pouvait expliquer. Ce fut la première apparition. La seconde se produisit 3 semaines plus tard, lorsqu'une vieille femme disparut après avoir crié au voisinage que l'homme sans ombre l'attendait devant sa fenêtre. Beaucoup pensent quant à que ce ne sont que des légendes rurales. Pourtant, les registres officiels mentionnent bel et bien une série d'événements étranges, suivis d'un crime si brutal que la gendarmerie a interdit la diffusion de plusieurs dossiers pendant des décennies. Et lorsque des années plus tard, les documents ont enfin été déclassifiés, un détail glaça immédiatement le sang de ceux qui les lurent. Un dessin, trouvé sur les lieux du crime, représentant un homme sans ombre, et daté de plus de 50 ans avant tous les faits. Et ce n'était que le début de l'horreur. Certains récits s'effacent avec le temps. Celui-ci, au contraire, est devenu plus net, plus sombre, presque palpable, comme si le village lui-même refusait de laisser mourir la vérité. Tout commence au printemps 1969, quand un vent étrangement chaud soufflait sur les jardins encore gorgés d'humidité hivernale. Les familles vivaient tranquillement, et rien ne semblait annoncer que leur quotidien serait bouleversé par une apparition que même les autorités préfèrent encore éviter de commenter. Le premier gendarme à rouvrir l'enquête, des décennies plus tard, affirmera avoir trouvé un motif récurrent dans les témoignages. Une sensation d'être observé avant même de voir l'inconnu. Les habitants, habitués aux nuits calmes et au rythme lent des saisons, n'imaginaient pas qu'un mal ancien ou quelque chose qui lui ressemblait s'était glissé silencieusement entre leurs maisons. Mais un soir, tout bascula lorsqu'un jeune couple entendit frapper à leur porte. Lorsqu'ils ouvrirent, personne. Et pourtant, sur les dalles du perron, aucune ombre ne se découpait, alors même que la lune était pleine. Ce mystère devint la conversation principale du village, chacun craignant d'être le prochain à croiser l'homme sans ombre. Et vous, qui regardez cette histoire, d'où regardez-vous exactement? Quel coin de la France, du Québec, de la Belgique ou d'ailleurs vous accueille en ce moment? Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous suivez cette enquête. Vous allez comprendre pourquoi ce détail pourrait un jour avoir son importance. Car à Saint-Rouvray, ceux qui ne prenaient pas l'affaire au sérieux se trouvaient, sans le savoir, sur la liste des prochaines victimes. Et ce qui arriva ensuite fit trembler toute la région, car il existe encore un témoin dont personne n'a jamais voulu entendre la confession. Le témoin en question s'appelait André Villers, un menuisier de 60 ans, respecté pour son silence et sa droiture. Une nuit d'octobre, alors qu'il rentrait d'un chantier, il aperçut une silhouette immobile au milieu de la route. Il ralentit, croyant qu'il s'agissait d'un promeneur, peut-être quelqu'un tombé en panne. Mais à mesure qu'il approchait, un détail le frappa. La silhouette se tenait devant l'unique lampadaire du chemin, et pourtant, rien ne se projetait au sol. André sentit son cœur cogner contre sa poitrine. Il s'arrêta à quelques mètres et appela l'homme, qui ne répondit pas. Alors André ouvrit la portière, décidé à lui parler malgré l'angoisse qui lui nouait la gorge. À peine eut-il mis un pied dehors que la silhouette tourna lentement la tête vers lui. Ce mouvement, trop lent pour être humain, glaça André jusqu'à la moelle. Il voulut reculer, mais ses jambes refusèrent d'obéir.
Puis, la figure avança d'un pas. Silencieux, comme si son corps ne pesait rien. André sentit quelque chose le frôler, une sensation glaciale, presque métallique. Il vit alors les yeux de l'homme. Deux fissures sombres, sans iris, sans expression. Il raconta plus tard qu'à ce moment précis, le monde sembla se rétrécir autour d'eux, comme si la nuit elle-même se contractait. L'homme sans ombre murmura quelque chose, un son trop faible pour être compris, mais suffisant pour qu'André sente une douleur percer son crâne. Il s'enfuit en titubant, laissant sa voiture sur la route. Le lendemain, quand la gendarmerie retrouva André, il était recroquevillé derrière son atelier, tremblant comme s'il avait passé la nuit au bord d'un gouffre. Il murmura seulement « Il revient, il m'a choisi », et ce qu'André révéla ensuite dépassait tout ce que les enquêteurs croyaient possible. Mais ce n'était pas la partie la plus terrifiante. Un autre villageois, disparu depuis 1952, réapparut soudain dans l'histoire. Cet homme, disparu depuis près de 30 ans, s'appelait Gérard Monbois. Officiellement, il avait quitté le village volontairement, laissant derrière lui une maison vide et des dettes. Mais ceux qui l'avaient connu affirmaient tous qu'il ne serait jamais parti sans expliquer son départ. Lorsqu'on retrouva son journal personnel, bien caché sous les lattes de son vieux parquet, on comprit que la disparition n'avait jamais été volontaire. Gérard écrivait qu'il était suivi, observé, qu'un homme marchait derrière lui la nuit sans laisser d'ombre. L'une des dernières pages arrachées du journal se retrouvait désormais entre les mains des enquêteurs. Son écriture devenait chaotique, nerveuse, comme si Gérard n'avait plus le contrôle de sa propre main. Il mentionnait une offre que l'homme sans ombre lui aurait faite. Une offre qu'il refusait sans comprendre pourquoi ses rêves devenaient de plus en plus réels. Il décrivait un froid intense autour de son lit la nuit, des pas dans le grenier, et un souffle sur sa nuque lorsqu'il fermait les yeux. Ce qui troubla encore plus les enquêteurs fut cette phrase. « Si je disparais, ce ne sera pas la mort, ce sera pire. » La dernière mention de Gérard datait du 12 avril 1952, le soir où il s'était volatilisé. Personne n'avait jamais revu son corps, ni trouvé la moindre trace de lui. Jusqu'à ce que, des décennies plus tard, André Villers affirme une chose que personne n'osa répéter dans le village. Il avait vu Gérard Monbois marcher derrière l'homme sans ombre. Le problème était simple. Si Gérard était vivant, il avait vieilli. Or, l'homme qu'André décrivait était exactement comme en 1952. Pas une ride. Pas un changement. Pas même une fatigue dans le regard. Et lorsque les policiers comparèrent un détail précis, tout bascula. Car sur la scène d'un nouveau crime, une empreinte appartenant à Gérard venait d'être retrouvée. La découverte fit l'effet d'une bombe dans la région. L'empreinte digitale correspondait parfaitement à celle enregistrée en 1951 sur un document administratif. Les enquêteurs n'avaient aucune explication plausible. Pourtant, une rumeur commença à circuler. L'homme sans ombre ne tuait pas ses victimes, il les gardait. Et parfois, il les ramenait. Le crime récent, celui qui avait mis la police en alerte, concernait une fermière nommée Thérèse Bouvier. On l'avait retrouvée dans son étable, figée dans une position étrange, les yeux grands ouverts, sans aucune trace de lutte. Mais ce qui glaça les enquêteurs fut l'absence totale d'ombre dans la pièce, comme si chaque objet avait perdu sa silhouette. Les lampes fonctionnaient parfaitement. Pourtant, rien ne se projetait sur les murs. Lorsque le médecin légiste examina Thérèse, il déclara qu'elle semblait morte de terreur pure, sans traumatisme physique. Sur sa main droite, cependant, un symbole avait été tracé à l'encre bleutée, un cercle incomplet, identique à celui trouvé dans le journal de Gérard. Ce symbole revint plusieurs fois dans l'enquête. On commença à suspecter que le village avait été choisi comme si quelque chose l'avait marqué depuis longtemps. L'abbé local, interrogé par les autorités, avoua que ses prédécesseurs lui avaient transmis un avertissement. Lorsque celui qui n'a pas d'ombre revient, un pacte ancien cherche à s'accomplir. Personne ne savait ce que cela signifiait vraiment, jusqu'au soir où un garçon de 10 ans affirma avoir vu un homme debout près de l'église.
et juste derrière lui, un autre homme qui lui ressemblait trait pour trait, sauf que celui-ci